Nous allons revenir sur cette attaque à l'arme chimique qui a fait, selon le dernier bilan, au moins 86 morts, dont 30 enfants à Khan Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie. Paris et Londres pointent du doigt Bachar el-Assad. Une réunion d'urgence a eu lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donald Trump a haussé le ton contre le régime syrien. Le président américain a dénoncé un terrible affront contre l'humanité et des actes odieux menés par Damas. Il a affirmé que son attitude vis-à-vis d'Assad, l'attitude de Moscou, que son attitude avait changé et que l'attaque ne pouvait pas rester impunie. Les États-Unis reprochent à Moscou son soutien au régime syrien. Alors que s'est-il passé exactement à Khan Cheikhoun? Quelle est la responsabilité de Bachar el-Assad? Y a-t-il un virage amorcé par la politique américaine à l'égard du président syrien? Et si oui, peut-il se traduire par une intervention militaire? Pour en parler, j'ai avec moi Annick Cizel. Bonsoir, vous êtes enseignante-chercheur à l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle, spécialiste de politique étrangère américaine. J'ai également Dr Anas Chaker. Bonsoir, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur et porte-parole de l'UOSSM France. Également William Jordan, ancien officier du département d'État américain à Damas, ancien diplomate américain à Damas. Et puis Bertrand Badi est avec nous. Bonsoir. Bertrand Badi, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris et auteur de « Nous ne sommes plus seuls au monde », un autre regard sur l'ordre international, et c'est aux éditions La Découverte. Docteur Anas Chaker, je voudrais commencer avec vous. Que s'est-il passé à Khan Cheikhoun? Des bombes ont atteint le quartier résidentiel du sud de la ville. C'était entre 6h40 et 6h50. Y a-t-il eu une attaque chimique? Écoutez, selon les éléments qu'on a récoltés de nos collègues sur place, il y a eu une attaque par 20 missiles. Les signes cliniques qu'on a constatés sur place sont en faveur d'une attaque chimique. Donc nous avons vu et constaté des lésions du système respiratoire, des paralysies, lésions qui confirment l'utilisation du gaz neurotoxique. Donc ça, il n'y a pas de doute. C'est un gaz proche du gaz sarin, certaines organisations le disent. Voilà, donc c'est un gaz neurotoxique qui paralyse, qui nécessite une prise en charge adaptée avec des équipements spécifiques et l'utilisation d'antidotes. Ce que malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas parce qu'on a une pénurie très importante en Syrie, parce que depuis plusieurs années, il y a une planification de la destruction des hôpitaux en Syrie et le ciblage... Justement, il y a eu un bombardement d'un hôpital juste après, qui n'était pas un bombardement chimique. Depuis plusieurs jours, et en particulier le 25 mars, il y a eu un bombardement par le gaz, le chlore. On a perdu un médecin qui s'appelle Ali Darwish, un chirurgien orthopédiste. Il est décédé au bloc opératoire en sauvant la vie des blessés. Donc l'utilisation de l'arme chimique depuis 2013, le 21 janvier, la première utilisation qui a eu lieu à Damas. En Ghouta. Voilà, à Ghouta. Donc malheureusement, et depuis, le régime n'a pas été puni. La mobilisation de la communauté internationale n'est pas à la hauteur. Donc oui, il y a eu l'utilisation de l'arme chimique hier à 6h50. William Jordan, peut-on faire un rapprochement justement entre ce qui s'est passé à Khan Cheikhoun et l'attaque justement au gaz sarin qui a été utilisé par le régime à la Ghouta dans la banlieue de Damas, ça c'était en 2013 et il avait fait à l'époque 1400 morts. Bien évidemment, c'est la nature des attaques qui sont très proches et voilà, on peut partir de là pour comparer les deux situations, les deux problématiques, en anticipant la réaction non seulement de la communauté internationale au niveau de l'ONU, mais aussi par les États-Unis en premier lieu. Mais à mon avis, je pense qu'à Washington, c'est plutôt le choc de cet événement assez inattendu, 2-3 jours après les propos tenus par certains responsables de l'administration Trump, disant que pour eux, la présence au pouvoir de Bachar el-Assad ne pose pas aucun grand problème pour la politique préférée. Voilà, ils vont revenir... Et voilà, il faut revoir la copie, tout simplement. Et face à ce genre d'attaque, ça rappelle des mémoires de débats qui faisaient rage à l'époque, en 2013. Déjà à l'époque, donc. Voilà, et on est donc dans une situation où on ne sait pas du tout comment va réagir l'administration Trump.
Alors Bertrand Badi, du côté des Russes, eux, bien sûr, soutiennent Bachar el-Assad. Ils disent que c'est une bombe qui serait tombée sur un entrepôt d'armes dans lequel serait stocké du gaz sarin dans cette zone. Est-ce que c'est plausible ? Ils soutiennent Bachar, ils sont en même temps extrêmement embarrassés. Qui a l'habitude d'entendre les communiqués qui viennent du Kremlin, sait que dans cette affaire, la Russie est embarrassée, elle a toutes les raisons d'être embarrassée. Au moment où une convergence est possible entre Moscou et Washington, qui pourrait aider le Kremlin à lancer la phase 2 de l'opération, c'est-à-dire au-delà de l'opération militaire, l'opération diplomatique, tout est à nouveau bloqué. Si vous observez, l'Iran a également publié un communiqué qui témoigne de son embarras. C'est-à-dire qu'il y a un jeu interne à la Syrie qui est une chose, il y a en même temps une condamnation des autres acteurs à la passivité et à l'embarras et au blocage. Donc il faut plus que jamais dissocier la Syrie en tant qu'espace de belligérance des autres acteurs qui sont plus embarrassés que jamais sur la manière dont ils peuvent intervenir à l'intérieur de ce conflit. Et la notion de communauté internationale que vous avanciez tout à l'heure, elle est plus que jamais contestable. La communauté internationale va se plaindre, la communauté internationale va dire le droit, va dire que ce ne sont pas des choses à faire. Qu'est-ce qu'elle peut au-delà ? Alors, qu'est-ce qu'elle peut au-delà ? Annick Cizel, d'abord, qui est responsable ? C'est Bachar el-Assad ? Il semblerait que ce soit le cas. En tout cas, c'est la version officielle qui émane de Washington aujourd'hui. C'est une volte-face ô combien intéressante qui marque une véritable nouvelle prise de position, peut-être pour la première fois, un renouveau pragmatique et loin des hésitations de politique étrangère qu'on a connues depuis le début des 100 jours de Donald Trump, où véritablement, là, un réalignement de la diplomatie américaine est en train de se faire. Une volte-face très rapide en l'espace de, j'allais dire, 48-72 heures, où on a vu le secrétaire d'État à Bruxelles, aux côtés de l'OTAN, contre toute attente, puisqu'il avait dit qu'il n'irait pas, incriminer la Russie dans une agression, je le cite, envers l'Ukraine, ce qui n'était pas la position officielle de l'administration Trump jusqu'à présent. Et on voit comme un jeu de domino qui est en train de se mettre en place, avec cette attaque surprise, effectivement, mais qui permet à l'administration Trump de réaligner complètement une politique sans doute plus attendue que ce qu'on entendait jusqu'à présent. Pourquoi Bachar el-Assad, William Jordan, attaquerait aujourd'hui avec des armes chimiques, justement, en Syrie ? Ça, c'est la question clé. À un moment où, justement, comme on le disait, il y avait un rapprochement avec les Russes, il y avait une sorte de processus. Ça pose beaucoup de questions sur la discipline auprès de l'armée syrienne. Si on a décidé de mener cette attaque sans accord avec la présidence à Damas, c'est peu réaliste, mais les questions se posent quand même. Moi, j'ai beaucoup de questions sur la cible de cette attaque. Pourquoi Khan Sheikhoun et pas ailleurs? Il n'y avait pas d'opération militaire en cours dans cette région. Donc, certes, c'est une région rebelle depuis longue date, et on peut imaginer que l'objectif était de semer la panique et la terreur. Mais comme je venais de dire, 2 jours après les propos tenus par les responsables américains au grade, assez favorables à l'idée longtemps voulue par le régime à Damas pour qu'une lutte commune avec les Russes et l'armée syrienne et les Américains ensemble. Pourquoi ce timing? Pourquoi on a décidé de faire ça? Ça remonte, à mon avis, au fait que pour le régime, il y a un seul principe qui gouverne ces opérations militaires sur le terrain. Et ça, c'est simplement pour prévaloir, pour gagner à n'importe quel prix et en utilisant n'importe quel moyen. Donc faire régner un peu la terreur, Bertrand Badi?
Oui, je crois qu'il faut avoir deux paramètres en tête. Le premier, c'est que nous sommes maintenant dans un contexte où le grand frère ne fait plus ce qu'il veut et que l'autonomie... Qui appelez-vous le grand frère? Le grand frère russe. Le russe. C'est-à-dire le protecteur, c'est-à-dire le leader, c'est-à-dire al-Assad. l'hégémone. On peut trouver toute une série de qualificatifs. Il n'y a plus, comme du temps de la bipolarité, cet ascendant du grand, pour employer des termes plus courants, sur le petit. Le petit a gagné, avec les nouvelles relations internationales, une autonomie très forte. Et à cela se greffe, me semble-t-il, un deuxième élément très important, c'est que la rationalité du grand n'est pas la rationalité du petit. Le grand avait besoin de montrer sa force et de montrer qu'il était capable de gagner sur le terrain. C'est fait. Il a absolument besoin maintenant d'avoir une victoire diplomatique à travers notamment ces négociations d'Astana. Il n'est pas sûr que la rationalité du gouvernement de Damas soit de hâter le processus de négociation. Le processus de négociation... Il voudrait torpiller Torpiller, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Mais il faut voir que dans le jeu de négociation, la Russie a beaucoup à gagner et Damas n'a probablement qu'à perdre. Donc, effectivement, je ne dis pas qu'ils aient cherché ainsi à torpiller la négociation. Ce que je dis, c'est que la rationalité des deux n'est pas la même. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se contenter de dire que Poutine défend Assad, ce qui est bien sûr évident dans les grandes lignes, mais qu'en fait, il y a des moments de décalage de rationalité des deux, et que je crois que le gouvernement de Damas n'est pas tellement intéressé par cette phase diplomatique qui a toujours, comme dans toutes les dictatures, cette obsession de gagner coûte que coûte sur le terrain, de remporter une victoire militaire. Il croit, Bachar, que c'est possible. Avec ce qui s'est passé à Alep, il le croit encore plus et il se dit que finalement, toutes ces fioritures diplomatiques ne pourront que l'embarrasser et il faut avancer sur le terrain, point. Docteur Anas Chaker, vous partagez ce point de vue de Bertrand Badi. Pourquoi est-ce que Assad aurait fait cela aujourd'hui ? Écoutez, moi, à cet endroit. Je suis médecin humanitaire. Je suis le porte-parole de nos collègues qui tombent sous les bombes tous les jours. Justement, vous êtes sur le terrain. Tous les jours. Nous avons perdu depuis le début de la crise 800 médecins et infirmières et sécuristes. Nous avons publié un rapport sur notre site internet ussm.org et .fr, un rapport sur l'état de l'infrastructure sanitaire en Syrie. L'année dernière, en 2016, il y a eu 712 attaques des hôpitaux directs par l'aviation en Syrie. Donc, vous voyez que c'est quelque chose... Donc, ça va dans cette même veine, c'est ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, là, pendant qu'on parle entre nous de géostratégie et de politique, il y a un centre de la défense civile des casques blancs qui a été bombardé dans la province d'Idlib. Vous voyez, donc, moi, je constate qu'il y a une souffrance des civils. Je suis le porte-parole de 30 000 femmes violées en Syrie et personne ne parle. Je suis le porte-parole de la souffrance psychologique. Il y a plus de 4 000 écoles détruites en Syrie. On vise directement les médecins. Nous, en tant qu'humanitaires, ce que nous demandons, c'est d'épargner les civils et les hôpitaux et les médecins. Ce qu'on souhaite. Et après, sur le plan géopolitique, les gens sur place ne croient plus à rien. Il n'y a plus à rien. Il n'y a plus de communauté internationale pour les gens sur place. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance quotidienne. Ça va pousser les gens à quitter leur pays et à venir et partir en Europe ou un peu partout. Ce n'est pas ça que souhaite le peuple syrien. Nous souhaitons d'épargner les civils et après qu'on règle le problème entre les fractions de l'opposition et le régime syrien. Annick Cizel, c'est vrai qu'épargner les civils, ça fait des années qu'on en parle, les processus n'avancent pas. Là, je voyais que John McCain et Marco Rubio dénoncent même d'ailleurs le signal envoyé par Rex Tillerson, donc le secrétaire d'État américain la semaine dernière, qui était pour eux un signal de faiblesse qui finalement aurait presque suscité de la part de Bachar al-Assad une telle attaque. Ça fait quelques années que les États-Unis se posent la question, ils se la sont posés sous Barack Obama, d'une certaine ligne rouge, fallait-il la laisser franchir par le gouvernement de Bachar el-Assad ou pas. Le président Trump nous annonce aujourd'hui que plusieurs lignes ont été franchies, laissant entendre effectivement que John McCain ou Marco Rubio, dont on sait depuis la campagne
à différents moments pour les deux hommes, qu'ils sont plus partisans d'une intervention militaire au sol potentiellement, il est certain que si l'on doit interpréter les propos très émotionnels, très prononcés vraiment sous le choc du président Trump, ça laisse penser que les États-Unis sont peut-être, que le président est peut-être en train de s'aligner sur cette aile-là du Parti républicain, ou dans le même temps, il a prononcé cette allocution devant la presse aux côtés du roi Abdallah de Jordanie, après avoir reçu le maréchal Sissi d'Égypte, à un moment où la présidence de Trump est en train d'essayer de construire une coalition de pays arabes contre Daesh dans la région, et où, bien évidemment, là aussi, je pense que dans le contexte, si on se pose la question de pourquoi aujourd'hui cette attaque, c'est à un moment où certains alliés, hors Iran, pays perse, bien évidemment pour l'administration Trump, où une coalition arabe est en train peut-être de se mettre en place, qui pourrait peut-être changer la donne et exercer une certaine pression locale, régionale, sur l'ensemble des conflits au Moyen-Orient. Donc là aussi, c'est peut-être un élément de contexte à garder à l'esprit. William Jordan, y a-t-il des responsabilités des Russes également dans ce qui s'est passé? Oui, mais je voudrais simplement dire que je ne partage pas complètement votre avis, madame. Simplement parce que je pense que ce qui manque dans la politique de Donald Trump dans la région de Proche et Moyen-Orient, c'est la cohérence. Et ça reste assez incohérente comme politique, sauf on ne sait pas très bien où il veut aller. Sauf sur l'évocation très fréquente de cette priorité donnée à la lutte contre Daesh ou l'État islamique. Et à part cela, il n'y a rien dit jusqu'ici sur la résolution finale de la problématique syrienne, ou même en Irak ou ailleurs dans le Proche et Moyen-Orient. Donc il est cette espèce de nouvel alignement avec des autocrates comme M. Sissi, général Sissi en Égypte, ainsi que le roi de Jordanie. Mais et les Saoudiens aussi. Et donc, je pense que, je répète que cette attaque chimique en Syrie pose un grand choc pour la Maison-Blanche, simplement parce que c'est une réalité inconvéniente pour l'administration à faire face. Un choc pour la Maison-Blanche, on en reparle dans la deuxième partie. Est-ce qu'il s'agit d'un virage aujourd'hui diplomatique de la part des États-Unis vis-à-vis de la Syrie et de Moscou? Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.